Bonjour tout le monde, bienvenue à ce lancement de Radiation et Révolution de Sabou Kosso. Je m'appelle Philippe Louin, je vais animer la séance d'aujourd'hui. Je suis le traducteur du livre, j'ai le plaisir, très grand plaisir et parfois la petite difficulté de traduire cet ouvrage qui est merveilleux dans plein de sens, des sens qu'on va partager ce soir. Comme il convient pour ce type d'événement, je voudrais tout de même prendre un moment pour reconnaître et souligner le fait que plusieurs personnes d'entre nous qui préparons cet événement sommes situés en terre autochtone non cédée, sur une île qui était un lieu de rencontre entre des populations iroquoises et Haudenosaunee plutôt, et Anishinaabe, que les Mohawks Kanien'kehá:ka appelaient. On a souvent l'habitude de dire, je dis ça parce que je suis anthropologue aussi, donc je travaille sur ces questions, on a souvent l'habitude d'appeler cet endroit Tiotake, mais en réalité, ce que ça veut dire, c'est un mot plus long qui est Junijujage, et ça veut dire là où les gens ne peuvent plus se rencontrer. Donc, je voulais juste, j'essaie toujours d'en profiter pour mettre un peu en garde contre la tendance à avoir Tiotake comme un nom propre de la manière occidentale, alors que c'est un nom qui est apparu pour nommer l'impossibilité de se rencontrer ici. Mais je vais revenir quand même au sujet du bouquin. Entre les Autochtones et ce livre, le fil conducteur, c'est sans doute l'Apocalypse. Et voilà, on se retrouve en compagnie de... on va entendre ce soir Sabou Kosso, Thomas Lamar également. Je vais prendre un moment pour présenter nos invités. Et Livia Monet également. Donc, Sabou Kosso est né à Okayama, dans le sud du Japon. Il a passé sa jeunesse à Tokyo et il vit à New York depuis 1980. Militant de longue date dans la lutte anticapitaliste, il a participé avec des amis au Japon et en Corée à l'organisation de débats et de manifestations contre la mondialisation capitaliste et dans d'autres tentatives pour relier les luttes autonomes en Asie avec celles en Europe et aux Amériques. Théoricien du politique et du social, il a écrit une série de livres en japonais sur l'espace urbain et les luttes populaires à New York, ainsi qu'un livre sur la philosophie de l'anarchisme planétaire, tous traduits en coréen. Il a traduit de l'anglais au japonais des ouvrages de David Graeber, d'ailleurs qui est décédé cette année, Fragments of an Anarchist Anthropology at Debt, The First 5000 Years, et Crack Capitalism de John Holloway. Il a également traduit plusieurs travaux du japonais en anglais, dont des travaux d'architecture, et du philosophe et critique littéraire Kojin Karatani. Je dois sans doute mal prononcer le nom, et je m'en excuse. Et Sabou a également été l'un des artisans du cahier d'enquête politique Fukushima et ses Invisibles, publié en 2018 aux éditions des Mondes Affaires. Thomas Lamar, pour sa part, est japonologue et professeur au département de langue et de civilisation de l'Asie de l'Est à l'Université de Chicago. Ses intérêts vont de la culture matérielle à la science-fiction japonaise, en passant par les médias. Ses recherches actuelles portent entre autres sur l'utilisation des animaux dans la formation des réseaux médiatiques associés au colonialisme et à l'empire extraterritorial et des politiques d'animisme et de spécisme qui en découlent. Tandis que Livia Monet est professeure titulaire au département de littérature et de langue du monde, ainsi qu'au Centre d'études asiatiques de l'Université de Montréal. Elle est l'auteure de plusieurs livres et de nombreux articles sur la littérature et le cinéma japonais contemporain. Elle a notamment traduit du japonais le livre de Michiko Ishimura, de Minamata, Paradise in the Sea of Sorrow, sur lequel on va revenir dans la conversation également. Donc, je voudrais maintenant passer la parole à Mireille de
de la librairie Zone Libre qui co-organise l'événement avec les éditions de la rue d'Orion aussi, qu'on remercie. Bonjour, bonjour tout le monde. Et c'est un grand honneur pour la librairie de pouvoir participer à ce lancement-là. Et on est très content d'être associé à un événement pareil. Rue d'Orion, c'est une maison qu'on apprécie particulièrement, qui correspond très bien au fond de la librairie. Alors, pour nous, c'est un grand plaisir. Alors, merci de nous avoir associés à cet événement-là et bonne soirée tout le monde. Merci Mireille. Ah oui, d'ailleurs, je voudrais rappeler aux gens, vous pouvez à n'importe quel moment mettre des questions dans le petit module là, dans le chat, puis on va les prendre plutôt vers la fin. On va les adresser là, à leur destinataire. Donc voilà. Maintenant, je voudrais passer la parole à Thomas Lamarre qui va présenter le travail de Sabou. Oh, on t'entend pas, Thomas. Bonjour. Aujourd'hui, 10 ans après la tragédie du 11 mars 2011, je ressens à la fois de la colère et de la tristesse. De la colère face à l'indifférence de l'ordre mondial face au désastre toujours en cours, et de la tristesse aussi pour ceux qui continuent à en souffrir, sans parler des futures victimes. La publication du livre de Sabou et la traduction en français est quand même une cause de bonheur pour l'ouverture qu'elle crée. Peu de temps après la tragédie du 11 mars 2011, certaines façons de penser Fukushima s'étaient déjà imposées. Deux discours en particulier ont rapidement gagné en force qui s'efforçaient de contenir à la fois le désastre en cours et aussi les manifestations en cours. Le premier s'est efforcé de contenir le désastre en le localisant et le nationalisant, en le situant à Fukushima ou au Japon, les deux. Il cherchait surtout à faire du désastre nucléaire continu un problème japonais. Le deuxième discours concernait l'expertise, seul le discours des experts importés, même lorsque les experts ne formulaient que des opinions. Les savoirs locaux, considérés comme manquant d'expertise, étaient résolument écartés. Il était impossible de desserrer l'emprise de ces deux discours. Radiation et révolution prennent donc nécessairement une autre direction. La meilleure manière, je crois, de lire Radiation et révolution est de l'aborder comme une critique de l'économie politique mondiale. C'est Marx qui a révélé le paradoxe essentiel du capital. Contre la théorie politique et économique classique, Marx a démontré que l'augmentation de la circulation de capital génère une plus grande inégalité socio-économique qui, à son tour, entraîne la circulation de capital. Il en résulte un capitalisme tout métabolisant. Rousseau révèle un ordre mondial tout métabolisant, un monde dont le but est de tout métaboliser, mais il y a une limite. Le capitalisme n'arrive plus à métaboliser les restes ou les déchets de son propre métabolisme. Certes, on peut parler ici de polluants divers. Or, l'enjeu de ce livre est de nous faire voir, du point de vue de l'économie politique, que l'antimétabolie ultime, ce qui résiste au capitalisme, ce sont les radionucléides des rayonnements ionisants. Sabou Kosso explique très clairement que l'énergie nucléaire n'est pas aujourd'hui une forme d'énergie parmi les autres. L'énergie nucléaire est devenue une forme autour de laquelle d'autres modes de production d'énergie sont organisés et soutenus. Pour cette raison, la limite toxique de l'énergie nucléaire nous présente la limite immanente du capitalisme. D'où l'importance des radiations pour l'insurrection ou la révolution anticapitaliste. C'est dans l'antimétabolite, les radiations, que le potentiel de révolution se présente aujourd'hui. En effet, si ce livre prenait la forme d'un manifeste, on pourrait l'appeler le manifeste antimétaboliste. Mais il ne prend pas une telle forme et peut-être il ne le peut pas.
Il est vrai que la question révolutionnaire de Lénine plane sur ses pages. Que faire? Que faut-il faire? Pourtant, quelque chose a changé avec Fukushima. Si on réussit à mettre hors service toutes les centrales nucléaires demain, si on réussit à abolir et à démanteler toutes les armes nucléaires, si on réussit à mener à bien un millier d'autres projets d'assainissement, on se retrouvera toujours avec des niveaux de radiation ionisante hostiles à la vie telle que nous la connaissons. Et nous en sommes qu'au premier jour de notre vie future parmi ces milieux radioactifs. Le monde nucléaire nous a condamnés à une planète toxique. Donc, la question que faire est, dans le livre de Sabu Koso, en train de muter et de prendre une autre dimension urgente. Comment vivre les radiations. Radiation et révolution passent donc du manifeste en art de vivre. Comment est-ce qu'on peut introduire l'antimétabolite dans la pensée, dans le discours, dans l'action? Comment vivre la radiation? Le livre peut également être lu donc comme un manuel offrant un ensemble de propositions pour vivre activement le désastre sans fin avec une orientation vers la joie. Un autre nom pour cette vie est l'insurrection planétaire et j'aimerais bien examiner les lignes signalées dans le livre de Sabu pour en finir avec ce préface. Premier, il nous dit que l'ordre mondial est invivable. Deuxième, il est invivable car il génère un désastre permanent et ingouvernable. Troisième, l'intelligence humaine est insuffisante. Les humains ne sont pas plus intelligents ni plus forts que les antimétabolites, même s'ils en produisent un si grand nombre. Quatrième, contre le désastre se dresse un art de vivre. Cinquième, un art de vivre nous offre une sensation spéculative du désastre qui peut activer des mises pragmatiques. Et dernièrement, vivre l'invivable demande un art de vivre sans consensus. Cette provocation de Sabu Koso nous met dans un cercle magique qui est partout et nulle part, où la tyrannie mondiale de l'expertise et de l'État ne saurait conspirer à empoisonner ce qui nous reste de la vie quotidienne. Ainsi, aujourd'hui, à travers notre colère et notre tristesse, Sabu Koso offre quelque chose comme l'espoir d'autres manières de vivre. Et donc, je vais laisser la parole à Sabu et à Olivier Monet. Merci beaucoup, Thomas, pour cette présentation instructive. Sabu, je pense qu'on te passerait la parole. Okay. Okay. First of all, thank you so much. Montreal, I love Montreal. Sabu Koso vous remercie d'abord et témoigne de son affection profonde pour Montréal. Because like from beginning to end, this book was realized in Montreal by the friends in Montreal. From the editorial, people of the Duke series, Thought in the Acts, Brian Massimi and Erin Manning, Montreal people. And of course, Philip is Montreal friends, comrade and friends. And Tom, who actually gave me the most concise and detailed text critique before I finished the manuscript. And, and the whole this connection came from Montreal, and also like 2 journals did the interview for me before the book came. I cannot pronounce very well, still, Le Merle, je crois. Le Merle and Stasis. These 2 journals did the interview for me, and that was encouraging so much. And also Livia
invited me a conference about the subject of Fukushima disaster and how to understand it 3 or 4 years ago. And always on that occasion, I couldn't ask her, but she's very important to me because she's the one who translated this very, very important book by Michiko Ishimure, Paradise in the Sea of Sorrow. That was, for many of us in Japan, kind of like a model of this whole nuclear life and world and cosmology under the nuclear threat. Of course, in that case, it was mercury poisoning. Sorry, I spoke too much. I'm so sorry. Alors, Sabu Koso tient à remercier Montréal, qui est une ville, un endroit où il entretient plusieurs relations spéciales. Il tient à souligner qu'une partie des idées de son livre « Radiation et Révolution » ont été développées ici, notamment en discutant avec son ami qui vit à Montréal, Thomas Lamar, au colloque de Livia Monet aussi sur la catastrophe de Fukushima au Japon et ses suites il y a 3 ans. Il remercie également ses amis Philippe et Mireille et les autres. Il remercie 2 journaux basés à Montréal qui l'avaient interviewé, qui avaient diffusé ses idées, soit la revue Le Merle et la revue Stasis, dont la seconde édition vient de paraître récemment et est disponible, entre autres, à la librairie Zone Libre, au Port de Tête, dans différentes librairies à Montréal. Sabu aussi souligne la centralité du livre Sea of Sorrows de l'auteur japonais dont le nom m'échappe pour le moment, mais qu'il va répéter, qui a été comme un modèle pour lui pour l'écriture de Radiation et Révolution. Yeah, so I think shall I talk a little more? Shall I make some before the questions? Actually, okay, so I'm gonna read a short notes that I prepare for the anniversary. This talks about how I feel, at the moment. And so I hope it's, I hope it doesn't take too much time, but I will read, this piece. It's a short piece, so I hope it's okay. Okay. Sabu va maintenant lire comment il se sent par rapport à la catastrophe et à la commémoration de la catastrophe de Fukushima il y a 10 ans. C'est un bref texte. Il va nous le partager tout de suite. Okay. It has been 10 years while the event of disaster continues with unrepairable reactors and radiation dissemination. The impacts have been increasingly absorbed into the process of business as usual of the consumerist society, whose immediate threat at the moment is the corona pandemic. Cela fait maintenant plus de 10 ans que la catastrophe de Fukushima se poursuit. Elle se poursuit dans la mesure où du réacteur continue toujours de couler des centaines, des milliers, éventuellement des centaines de milliers de litres d'eau radioactive. Et même si en ce moment, l'on continue, l'on parle principalement de la catastrophe de la pandémie mondiale de la COVID-19, la catastrophe de Fukushima se poursuit au moment où l'on se parle. What we are really confronting is, however, less one disaster after another than a synergy of the two, or even more. Par contre, ce à quoi nous sommes confrontés est la synergie de plusieurs catastrophes qui finissent par s'entrecroiser. La catastrophe, par exemple, de la COVID-19 se poursuivant, alors même que la catastrophe de Fukushima continue de se poursuivre également. In a catastrophe, the event and its aftermath follow a process like ripples of water spreading from a stone thrown in.
La catastrophe se poursuit alors que les eaux radioactives s'écoulent et que les radionucléides, les particules ionisées, donc radioactives, se diffusent avec les courants marins et aériens. The ripples becomes bigger and weaker until they disappear. But in the case of nuclear calamities, either by accidents or bombs, the ripples won't disappear so long as the half-lives of radionuclides endure. Les gens sont affectés par cette catastrophe et disparaissent au fur et à mesure que les radionucléides vivent leur demi-vie et se répandent, soit par négligence, soit par accident, des suites de la gestion de la catastrophe de Fukushima avec les courants marins. With certain nuclides, the duration could be astronomical. The reverberations after the blast last unknown length of time without recovery, even though the reconstruction of destroyed structures is realized sooner or later. Cette radioactivité s'accumule et s'accroît. Les Iverts et les Becquerel, donc s'accumulant au fur et à mesure que ces fuites se poursuivent et circulent dans les écosystèmes du Japon et du monde. After the bombings of Hiroshima and Nagasaki, while both cities have been reconstructed successfully, the mourning for the death did not end with that for the immediate victims. Their offshoots have been affected by genetic illnesses for 3 generations as of today. Après le bombardement historique des villes de Hiroshima et de Nagasaki par l'armée américaine, le deuil que les gens ont eu à porter ne s'est pas arrêté avec les victimes immédiates des bombardements, puisqu'il s'est poursuivi jusqu'à nos jours, 3 générations plus tard, par toutes les suites des cancers, des malformations génétiques et des conséquences que les gens des régions autour de Hiroshima et Nagasaki ont eu à affronter dans les décennies qui ont suivi. In the case of Fukushima nuclear disaster, the reconstruction of destroyed infrastructures and the mourning for the victims of the earthquake and tsunami have been initiated. Dans le cas du désastre de Fukushima, le deuil qui a été porté continue de l'être et même s'il n'y a pas eu de déplacement et de reconstruction complète, comme ça a été le cas par exemple pour les villes de Hiroshima et Nagasaki, la catastrophe se poursuit. But the fact of the ongoing genetic mutations of all vital activities has been indefinitely blurred amidst the information war between the pro-nuclear ruling power and the concerned commoners. Mais l'efficace des radionucléides qui poursuivent leur action et affectent génétiquement les gens et leur vie même a été brouillée, donc cette action-là des radionucléides, par le pouvoir pro-nucléaire et sa guerre de l'information, entourant d'un brouillard les perceptions, dans le fond, des citoyens, des gens qui vivent dans les communs autour et qui ont été concernés directement par la catastrophe qui se poursuit. The nuclear attacks of Hiroshima and Nagasaki were strategized by the US government with a calculation of experimenting new weapons on the Asian other, which could have never been imagined vis-à-vis European relatives, including Nazi Germany and fascist Italy. Le fait que le gouvernement américain, le gouvernement états-unien a terminé la Deuxième Guerre mondiale en expérimentant ses capacités, ses nouvelles armes nucléaires sur le peuple japonais relève beaucoup de l'expérimentation militaire et politique sur un peuple asiatique altérisé, les Japonais, alors même que ce genre d'attaque brutale n'aurait pas été envisageable contre même, par exemple, l'Allemagne nazie ou l'Italie fasciste. After the war, the American initiative of designing Japan's post-war constitution was a continuation of experimentation in a second stage
to create the most convenient client state for preparing the coming Cold War by domesticating the other in its insular laboratory. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'expérimentation américaine, états-unienne s'est poursuivie en transformant le Japon dans une nation insulaire cliente des politiques de développement et des technologies des expérimentations américaines en installant l'industrie nucléaire dans les décennies qui ont suivi l'après-guerre, l'après-Deuxième Guerre mondiale. It turned out to be a miraculous success. While Japan achieved economic prosperity, the US secured ideal military bases for the wars in Korea and Vietnam. Cette expérimentation, cette implantation des politiques de développement états-uniennes et de transformer le Japon en une base avancée des États-Unis dans le monde ont été particulièrement et significativement remplies de succès. Le Japon a pu servir comme une base avancée tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, pour la guerre de Corée dans les années 50-53. The introduction of nuclear power into civilian life was part of the experimentation. The strategic application of atoms for peace was made possible by offsetting the after effects and memories of nuclear genocide by the utopian dream of future. L'un des pivots de cette opération politique et économique des États-Unis au Japon a été de présenter le plan d'avoir des atomes pour la paix, des atomes pacifiques, une énergie nucléaire pacifique, et en ce faisant, d'effacer la mémoire du génocide nucléaire, de l'acte de génocide nucléaire qui avait été l'agression d'Hiroshima et de Nagasaki. For the nation that had just experienced the atrocity of war and immeasurable of poverty, a new life focusing on industrial and economic activities appeared to be heavenly. Pour les générations qui venaient de connaître la misère et l'oppression des temps de la guerre, cette dynamique était, dans le fond, faisait un effet d'appel vers eux et elles, et ce plan de reconstruction économique et cette énergie des atomes pour la paix, de l'énergie nucléaire pacifique, avait une certaine force de traction parmi la population. In this manner, the people came to be entrapped in the double bind of two phases of nuclear fission, weapon and energy, which actually meant seeking economic prosperity under the umbrella of American control and protection. Finalement, la population japonaise, ce faisant, a été enfermée, verrouillée dans une structure de double contrainte, un double bind, qui leur présentait l'alternative des atomes pour la guerre, donc des armements atomiques des États-Unis comme garantie de la paix dans le contexte de la guerre froide, et des atomes pour la paix, donc l'industrie nucléaire énergétique pacifique, pour stimuler le développement économique et la reconstruction du Japon. In such context, Japan's anti-nuclear and anti-imperialist impetuses that had arisen during the 50s were split into a few conflictual factions. For instance, anti-nuclear weapon and anti-nuclear energy, anti-nuclear weapon and pro-nuclear energy, pro-Soviet nuclear weapon and anti-American nuclear weapon, etc. Dans le contexte de la guerre froide et du développement économique de l'après-guerre, le mouvement japonais antinucléaire a fini par être scindé en différentes factions. Par exemple, des gens qui sont contre les armes atomiques et l'énergie atomique, des gens qui sont contre les armes atomiques des États-Unis et pour l'énergie atomique, des gens qui sont pour les armes atomiques de l'URSS et du bloc de l'Est et pour l'énergie atomique, ainsi de suite. Un paquet d'options politiques et économiques, dans le fond, ont vu des factions se séparer, se scinder dans les années 50, 60, à la suite du développement de l'énergie atomique au Japon. The event of Fukushima disaster was perceived as a historical repetition of Hiroshima and Nagasaki in the collective unconscious of the nation.
L'événement de la catastrophe de Fukushima a été vécu principalement d'abord comme une itération, une répétition de la catastrophe de l'agression de Hiroshima et Nagasaki par le peuple japonais. While the first one was a pure tragedy caused by the enemy of war, the second one was tragic comedy, if not the sheer farce. The state ambition for nuclear development inflicted on its own people. Alors que la première occurrence de la catastrophe nucléaire, Hiroshima et Nagasaki, pouvait être vue essentiellement comme une tragédie, dans la mesure où elle était infligée au peuple japonais par l'ennemi de la guerre, par les États-Unis. La seconde pouvait plutôt être vue comme une sorte de tragicomédie, dans la mesure où les volontés, les velléités de développer l'énergie nucléaire au Japon et la vie économique soutenue par celle-là pouvaient être vues comme le responsable. Donc, on pouvait voir que le Japon s'était, dans un sens, infligé à soi-même cette seconde catastrophe nucléaire de Fukushima. The event of Fukushima also destroyed the structure of oblivion vis-à-vis the original tragedy constructed by the post-war double bind. L'événement catastrophe de Fukushima a aussi oblitéré la structure de double contrainte, donc le double bind qui tenait les mouvements antinucléaires japonais dans les années 50 et 60, par exemple. As such, the catastrophe functioned as a revelation to the people. That was the only positive aspect of the disaster. Cet effet catastrophique était aussi en même temps un effet de révélation sur les gens de la nature de ce désastre, puis a brisé, pour ainsi dire, plusieurs illusions par rapport au nucléaire au Japon. That was the only positive, I already read it, sorry. Okay, the revelation too reverberates like ripples in different spatio-temporalities. To name but the few dimensions of revelation, and I'm gonna read few. Cette révélation s'est réverbérée et a eu plusieurs effets, dans le fond, de dévoilement pour le peuple japonais. Je vais ici énumérer quelques effets de cette réverbération et de ces révélations de la catastrophe de Fukushima. For instance, the essential absurdity of installing nuclear reactors in the earthquake-prone archipelago. Par exemple, il y a eu une prise de conscience de l'absurdité profonde de développer des réacteurs nucléaires dans l'archipel nippon qui, comme on le sait, est soumis chaque année à des risques sismiques et de tremblements de terre majeurs. Did I just read one? I forgot if I read the second one, but the nature of Japan's post-war regime as a strategic construct by American imperialism. That's a Une false. autre révélation de la catastrophe de Fukushima était la fonction stratégique de l'économie japonaise pour l'impérialisme états-unien dans les dernières décennies du XXe siècle. The difference between those who are creating lives in the societies, for instance, farmers, fishers, and reproductive workers, and those who are endangering them for realizing the stated slogan from the Meiji Restoration, it's a wealthy nation, strong arms. Le rêve national d'être une nation développée, une nation riche, wealthy, et d'avoir des bras forts, c'est-à-dire d'être une nation puissante et prospère, reposait en large partie sur les épaules de ceux et celles qui produisent la vie et qui la reproduisent, qu'on parle des fermiers, des fermières, des pêcheurs et des pêcheuses, ou des forces de production, des ouvriers et des ouvrières. Le rêve économique et politique japonais reposait largement sur leurs épaules. The privileged role of nuclear power, beyond being a kind of energy source for sustaining the global order, the world, that consists of capitalist nation states in actual and virtual state of war.
Une autre révélation de la catastrophe était la nature profondément conflictuelle du nationalisme dans la mesure où ces organisations capitalistes que l'on appelle États-nations sont vouées les unes les autres à une compétition entre elles ininterrompue. The apocalypse that today's capitalism ensures by assimilating itself to the nuclear industry, which spatially stretches its industrial sectors, mining, transportation, energy, research, and military across the planet, and which temporarily grants it zombie life through the endless demand for the management of its wastes. Les mines, l'industrie minière, les pêcheries, le développement des différentes industries du capitalisme repose dans le fond sur l'architecture de cette course à la compétitivité et à la croissance qui occupe les États-nations les unes les autres. The period of about 2.5 years after the wake of disaster was a moment of collective awakening for the people, whereby they created initiatives including street protests, direct actions, legal battles, autonomous researches on nuclear science and related medicine, radiation monitoring, information sharing, coordinated care, organized evacuation, etc. Les 2 ou 3 premières années qui ont suivi l'événement catastrophe de Fukushima ont vu fleurir les luttes populaires, que ce soit sous la forme de manifestations de rue, que ce soit sous la forme de batailles juridiques et judiciaires, que ce soit sous la forme de développement de savoirs locaux et de réappropriation des mécanismes de la science pour, par exemple, mesurer l'ampleur de la catastrophe et l'ampleur des irradiations et des radionucléides. Également aussi le développement d'une culture de l'empathie, une culture du care, afin de se prêter aide les uns les unes les autres mutuellement. This moment has expanded our concept of the political to involve all existential territories, individual minds and bodies, sociality and environment. Ce fut un moment de grand réveil sur le fardeau qui reposait à la fois sur les épaules individuelles et collectives par rapport à la préservation et au maintien de la vie, de l'environnement et des infrastructures et des écosystèmes. But then the status quo made a big return with the celebration of reconstruction, whose zenith was supposed to be the coming Tokyo Olympics, without recovery. Malheureusement, cette période de grand réveil et d'effervescence politique a été interrompue par le retour des politiques du statu quo. Le retour de ces politiques se focalisait entre autres principalement sur les Jeux olympiques qui devaient avoir lieu en 2020 comme moteur de la reprise économique nippone. Where did the moment of collective awakening go? Où était donc passé le grand réveil collectif qui avait saisi les gens à Fukushima, dans ses alentours et au Japon dans les années qui avaient suivi la catastrophe? After 10 years of its wake, the Fukushima event is synergized by the pandemic and other troubles. Et cette année, par exemple, on a vu aussi une conscience émerger avec la pandémie de COVID-19. Après les grandes catastrophes, en fait, viennent souvent des grandes prises de conscience politiques et des grands réveils populaires. That is to say, we are being awoken by a complexity of revelations, wherein the problematic of nuclear power is just a part of the world in decline. Donc, graduellement, on en vient peu à peu, tous et toutes, à prendre conscience que la catastrophe nucléaire et les problèmes posés par l'industrie de l'énergie nucléaire sont une des dimensions parmi d'autres de toutes les problématiques générées et entretenues par le capitalisme planétaire. What radiation and revolution sought to do in pursuit of the power that sustains the global nuclear regime and the life-sad struggle of the planetary populace that could decompose it must be expanded into the planetary complexity of power and struggle.
Ce que j'ai essayé de faire avec le livre Radiation et Révolution, c'est de rappeler comment la domination, par exemple, de l'industrie nucléaire est une dimension parmi d'autres de la domination capitaliste qui repose encore aujourd'hui sur l'intensification de l'exploitation et l'oppression des masses prolétarisées, disons, des classes populaires qui travaillent au jour le jour à la reproduction des conditions de vie sociale sous lesquelles on vit. Okay, so that's what I wrote for the 10th year anniversary, that short piece. Thank Bon. you. C'était le petit texte que j'avais écrit pour partager mes sentiments et mes impressions avec vous sur comment je me sens pour cette 10e année de commémoration de la catastrophe de Fukushima. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sabou et Nicolas, pour cette traduction simultanée d'une pièce qui n'a pas encore été publiée, qu'on reçoit en grande primeur. Donc, je voudrais maintenant laisser la parole à notre dernière intervenante, Livia, qui va présenter sur les luttes contre l'empoisonnement au mercure à Miramata. Et après, on poursuivra avec une période de questions. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? OK. Oui. Oui, parce que je ne peux pas savoir si tout le monde m'entend. Merci Philippe et merci à Claude et puis Mireille, Philippe, tout le monde qui a organisé cette rencontre virtuelle. J'ai appris très tard, on m'a en fait mise au courant hier soir, alors j'ai absolument rien pu préparer. En plus, je sors de mon cours que j'ai enseigné jusqu'à 6h30, donc, et puis je ne vais pas prendre trop de votre temps. On m'a demandé de parler un peu de Minamata. Bon, la question de Minamata remonte à très longtemps. La découverte de la relation causale, de causalité entre les déchets versés par la compagnie Chiso dans la rivière et dans la rivière qui traverse la ville de Minamata, ainsi que dans la mer de Shiranui qui se trouve dans le sud de l'île de Kyushu et puis qui entoure la ville de Minamata. Donc, cette découverte a été faite en 1956, quoique il y avait déjà des symptômes de cette maladie qui étaient... donc, quand on parle de maladie, il s'agit en fait d'empoisonnement au mercure, donc mercure méthylique. Et c'est une lutte, donc la lutte des victimes qui ont été nombreuses. Les conséquences se retrouvent jusqu'à l'heure d'aujourd'hui sur la deuxième, troisième, même quatrième génération. On estime qu'à peu près 200 000 personnes dans la région ont été affectées. J'ai été visiter Minamata en fait il y a peu de temps, novembre 2019, et puis j'ai été de nouveau dans des centres qui hébergent par exemple, les victimes congénitales, qui sont la première génération de victimes congénitales qui ont été affectées par cet empoisonnement quand ils étaient donc quand leur mère était enceinte. Et ils sont tous entre 60, même plus 60 ans et plus. Ils vieillissent très vite, il y en a beaucoup qui ont déjà disparu. La situation, bien sûr, n'est pas aujourd'hui ce qu'elle était il y a 50 ans, mais ce que j'aimerais peut-être dire ici, encore une fois, merci de m'avoir invité, mais comme je n'ai pas pu préparer qui que ce soit, je ne peux vous parler que de ce que je ressens, c'est ce que j'ai connu, c'est ce que j'ai vu, l'expérience que j'ai eue donc, au Japon.
On a été, donc, en 2019, on a été aussi presque jusqu'à Fukushima, en tout cas dans la région de Tohoku. Comme Sabou le disait, la crise, la catastrophe qui frise en effet l'apocalypse, les dimensions apocalyptiques, c'est une crise qui, en effet, crisis without end, c'est-à-dire une crise sociale, environnementale, qui est planétaire aussi, et puis qui ne va jamais finir tant qu'on n'abandonnera pas l'énergie nucléaire et aussi les armes nucléaires. On a les outils pour le faire, mais on ne le fait pas parce que les pays nucléarisés refusent de prendre qui que ce soit ou de réfléchir de n'importe quelle manière, justement pour abandonner ce type d'énergie et aussi les arsenaux nucléaires qu'ils ont et puis qu'on sait qu'ils peuvent détruire la planète. Ce que je voudrais dire, parce que en effet, on fait souvent le rapprochement entre la maladie de Minamata ou l'incident de Minamata, puis les luttes qui ont été menées tout d'abord par les victimes de cet empoisonnement et puis par toutes les organisations, tout d'abord locales et puis ensuite nationales au Japon, puis même internationales pour soutenir leur lutte. Il y a aussi une prise de contact déjà dans les années 70 entre les victimes de l'empoisonnement au mercure, donc de Minamata, et une délégation de la communauté autochtone de White Dog qui se trouve à Grassy Meadows en Ontario. C'est ce qu'on appelle la Ontario Minamata Disease, donc un autre empoisonnement au mercure qui n'a pas été résolu jusqu'à maintenant et dont les compensations n'ont pas été données et puis qui n'a pas été reconnu ou très peu reconnu par le gouvernement canadien. Donc, on sait que les conséquences sont graves, qu'elles se poursuivent, qu'elles affectent les fœtus, qu'elles sont transgénérationnelles. Cependant, je pense que ce rapprochement, donc c'est sûr que c'est aussi un problème planétaire, pas seulement, excusez-moi, pas seulement le problème de la pollution au mercure qui affecte énormément de gens à travers la planète. Je m'excuse. J'ai beaucoup parlé parce que j'ai eu deux cours aujourd'hui, l'un après l'autre, puis maintenant venir aujourd'hui sans avoir dormi en une seule heure pendant la nuit. Donc, tout ça pour vous dire que le rapprochement peut se faire. Ce n'est pas la même chose, dans le sens que même si c'est un problème planétaire, la pollution au mercure, on le sait. Dans la ville de Minamata, en 2014, il y a eu un traité signé sous l'égide de l'ONU pour combattre la pollution au mercure de façon globale. Mais ça, ce n'est qu'une conséquence de la destruction continue et délibérée de cette apocalypse qui est construite, que le capitalisme néolibéral contemporain continue de mener sur tous les fronts. Mais ce n'est qu'une partie. Mais le rapprochement entre l'industrie du nucléaire et puis l'industrie qui a produit les industries donc pétrochimiques qui utilisent le mercure et d'autres industries qui utilisent le mercure, ça peut se faire, sauf que la question de Minamata n'est pas résolue, bien entendu, mais à long terme, elle est très durable, mais à long terme, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est un problème qui peut être résolu, mais à long terme, il y a peut-être une durée moins importante que justement la pollution radioactive. Ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il faudrait justement, et puis ce que j'avais exprimé lors de la précédente rencontre qu'on avait fait à Northwestern University. En fait, on ne l'avait pas fait à Northwestern, mais on l'avait fait, ça a été organisé par Northwestern,
un autre événement, lancement du livre de Sabou, c'est que on a besoin de coalitions transnationales, on a besoin de pédagogie qui montre que l'industrie nucléaire ne peut pas être continuée. Et puis, en effet, on sait on vit l'apocalypse. Maintenant, quel art de vivre, pour citer Tom, alors pour citer le titre d'un ouvrage qui s'appelle Art of the Living on a Damaged Planet, comment est-ce qu'on peut réapprendre à vivre dans un contexte qui devient de plus en plus invivable. Je n'ai pas beaucoup d'optimisme, je n'ai pas de solution. Il y a une certaine sagesse, une résilience, un savoir qu'on peut apprendre, par exemple, de ces communautés qui ont été directement affectées ou qui sont affectées, continuent à être affectées. Et celles, par exemple, les communautés, pas seulement celles de Grassy Meadows, mais les communautés autochtones en Australie où les tests nucléaires britanniques se sont passés sur des territoires australiens, et ainsi de suite. Donc, quel est l'art de vivre? Je n'ai pas de solution pour ça. Je suis comme Tom et puis comme vous autres, hein, et puis comme Sabou, rempli de tristesse, de colère qui continue, qui parfois m'empêche de dormir. Je pense qu'on a besoin justement de se rendre compte que cet apocalypse ne peut pas continuer. Comment est-ce qu'on peut se rendre compte? À travers des livres comme celui de Sabou, à travers des interventions des gens qui vivent cet apocalypse. Qu'on voit, par exemple, dans un roman tel que celui de Leslie Marmon Silko, Almanac of the Dead, qui trouve une pédagogie, une cosmologie dans l'Apocalypse et aussi à travers l'Apocalypse. Maintenant, est-ce qu'on peut survivre à cet apocalypse? J'en sais rien. La chose qui continue à me donner des accès de colère, même aujourd'hui, 10 ans après cette triple catastrophe, et puis surtout cette catastrophe qui continue et puis qui ne va jamais s'arrêter de Fukushima, et puis toutes celles qui vont arriver par la suite. Ce qui me met en colère, c'est que le gouvernement japonais continue à maintenir que les Jeux olympiques peuvent être organisés sans aucune conséquence négative, sans aucun impact sur la santé de ceux qui participent au Japon, que les compensations n'ont pas été accordées, que les responsables ont été acquittés, que même un journal, une revue aussi importante que The Bulletin of Atomic Sciences déclare aujourd'hui dans son numéro le plus récent, si on sait qu'on ne peut pas vivre sans l'énergie nucléaire, ou que l'utilisation de l'énergie nucléaire est inévitable. Or, ça inévitable parce que si on veut pouvoir atteindre zéro émission de CO2, ce qui déjà c'est quelque chose qui est complètement aberrant parce qu'on n'y arrivera jamais, certainement pas avec le régime capitaliste qu'on a aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on continue à soutenir cette énergie? Donc, la life in struggle dont parle, donc la vie en lutte dont parle Sabou et dont parlent ceux qui vivent l'apocalypse quotidiennement, je pense qu'elle doit et puis aussi la lutte de ceux qui ont vécu l'apocalypse à travers Minamata. Donc, cet apocalypse, c'est un paradigme qu'on ne peut plus nier. Et puis, l'art de vivre à travers l'apocalypse, je ne sais pas comment on peut le vivre, mais je pense que tous ces savoirs, toutes ces visions de comment transformer l'apocalypse en un art qui transforme profondément le vivant, mais aussi les liens intersubjectifs qui existent entre tous les êtres vivants et entre ceux qui sont vivants, qui ne sont pas vivants, entre la matière qui est organique puis celle qui n'est pas organique. Donc,
en regardant ces visions qui sont apparues à ceux qui vivent l'apocalypse quotidiennement. Nous la vivons aussi, parce que c'est une sorte d'apocalypse, la pandémie. Mais il n'y a pas de vaccin contre les radionucléides. Il n'y a pas de vaccin contre les radioactivités. Il n'y a pas de vaccin contre les pollutions au mercure. Donc, de voir aussi, et puis pas seulement d'apprendre, mais à notre tour d'essayer de transmettre des savoirs qui peuvent éclairer ou montrer que la voie à prendre, si on peut survivre à l'apocalypse, ce que je doute, au moins pour les décennies à venir, c'est d'abolir ces industries et puis de trouver d'autres moyens, un autre art de vivre. Un art de vivre commun, en communauté, et puis qui retrouve l'empathie, qui retrouve une vision d'avenir. Je m'arrête ici parce que sinon vous allez m'entendre pendant toute la nuit. Je suis désolée, je m'emporte chaque fois. Et puis voir dans Bulletin of the Atomic Sciences, qui est un des revues les plus anciennes qui luttent contre les armes nucléaires déjà depuis 1946 et dont les fondateurs faisaient partie des scientifiques qui ont mis les bases pour le Manhattan Project, de dire que l'énergie nucléaire est inévitable, eh bien ça me met en colère. Je suis désolée si je suis un petit peu trop émotionnelle, mais c'est aussi la question de cette commémoration des 10 ans de la catastrophe où peu a été résolu, malgré des projets gigantesques et des investissements astronomiques du gouvernement pour la reconstruction de Fukushima. Même si on reconstruit les maisons, la lutte reste. Et puis, la question de trouver un art de vivre qui est différent, de trouver un art de vivre qui vit autrement à travers l'apocalypse, en dépit de l'apocalypse, et ainsi de suite. Merci. Merci beaucoup, Livia, pour cette présentation très, très instructive, pour avoir partagé une colère que je crois que vous n'êtes pas la seule à partager ici. Et merci pour le rapprochement aussi avec les communautés autochtones. Ici, on peut penser même à Akwesasne, à moins de 2 heures de route de Montréal, où on est sûr de prendre un cancer en buvant l'eau potable avec la pollution de BPC. Donc, vivre parmi l'apocalypse. Justement, j'aurais une question pour Sabou, mais je voudrais d'abord ouvrir aussi le plancher au public. S'il y a des questions, vous invitez à les formuler sur le chat à cet effet et je vais m'assurer de les transmettre. Tout d'abord, par curiosité, je voudrais tout de même, sur cette question des luttes, demander à Sabou ou à Thomas aussi et aux autres, si vous voulez bien élaborer sur un des aspects les plus particuliers du livre quand même qui vient de ce syntagme radiation et révolution. Quel est exactement ce parallèle? Comment les formes de la révolution s'apparentent-elles aux formes aussi de l'irradiation nucléaire? Il y a des rapprochements fascinants que Sabou fait dans le livre entre le mode de dissémination des radionucléides qui va à l'encontre de toutes les frontières humaines, administratives, instituées, qui annonce une espèce de nouvelle forme d'internationalisme aussi de la catastrophe et auxquelles font écho des luttes qui de plus en plus aussi débordent les frontières. Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect de justement le paradoxe de la fission nucléaire qui, à la fois comme armement et comme énergie, qui se répercute aussi dans une division dans les luttes post-Fukushima au Japon entre ceux qui vont au nord et ceux qui vont à l'ouest. Je ne sais pas si Sabou, tu voudrais partager un peu. Ceux qui vont au nord, c'est ceux les activistes qui ont décidé de tenter d'essayer d'aider les populations sur place
notamment les gens qui travaillent dans l'industrie nucléaire, les habitants aussi, tandis que ceux qui vont à l'ouest ont plutôt prôné une position de fuir les radiations pour tenter de s'établir ailleurs, tout ça, et d'aider les populations irradiées à pouvoir évacuer. Donc, voilà, une longue question. On va attendre que Nicolas finisse de traduire. It's a long question. Oui. Okay, so maybe I don't know if I can answer in a one stroke. Maybe few different ways, like radiation and evolution, with a few reasons. One is like this title came from a short essay I wrote. It's about like you know, like 1 or 2 years after the accident, Fukushima accident. IMF, World Bank, you know, annual gathering took place in Tokyo. And originally it was supposed to be taking place in Cairo, in Egypt. But it was because of the revolutionary situation. IMF and the World Bank chose Tokyo. So we, you know, I thought, I and my friends thought, oh, IMF World Bank prefers radiation over revolution. And so, you know, so that's, I was thinking, but that's a half joke. But, you know, like before Fukushima nuclear accident, I was more or less thinking about revolution. I mean, you know, in the context of not revolution, but maybe insurrection, revolution, changing the world project in a, you know, anti-capitalist, anti-statist tradition since I was high school. And, you know, like, that's not only reason, but if I think about this, like a whole thing, Libya is right. It's really makes me angry or like really frustrated or angry or depressed of this turn of events. Like it's why it cannot stop after this, all this, or somehow there's this, you know, mechanism or this automaton type of mechanism going on of this economy, industry, society, the power, you know, it's naturally like you, and not only me, but a lot of people in Japan thought of, you know, this could be the really positive. We should turn this catastrophe into a situation to really change the society, you know. And really, this time it may be, sorry, I just always. Donc, je remercie Philippe pour la très longue question de déclarer Sabou. Sabou rappelle que il a longtemps pensé à tout ça. Il nous rappelle que dans l'immédiat de la catastrophe de Fukushima, donc environ un peu plus d'1 an après, étrangement, il y avait une rencontre du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, donc les deux instances fortes de la finance mondiale, devaient se rencontrer initialement au Caire, en Égypte, mais finalement avaient décidé, à cause peut-être à la fois de la situation de révolutionnaire, disons, ou en tout cas de la situation d'ébullition politique que vivait le Japon à ce moment-là, et peut-être des radiations, de déplacer leur rencontre annuelle à Tokyo. Donc, c'est drôle parce qu'à l'époque, des amis et moi, on faisait la blague en disant, bon, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, finalement, préfèrent les radiations à toute autre chose. J'en ris un peu, Jaude, c'est pas tout à fait une blague, c'est une demi-blague. Vous savez, j'ai été depuis très jeune concerné par la question de la critique du pouvoir, la question de la révolution, la question de l'organisation décentralisée, de l'opposition à la fois au capitalisme et à la fois à l'État et à sa verticalité autoritaire. Et puis, les amis, les activistes japonais et moi, dans la foulée de la catastrophe de Fukushima, on se demandait comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en question ce que j'appellerais un genre d'automate social, un genre de machine, de fonctionnement machinique du capitalisme qui tend à rouler un peu de façon
sur une dynamique qui lui est propre et qui lui est un peu automatique, un peu machinique. Comment mettre en question ce genre d'automatisme pour réellement bouleverser et transformer la société, la politique, l'économie? Comment réussir à transformer une catastrophe de cette ampleur, l'irradiation du Japon, en opportunité politique au sens pour un changement révolutionnaire, pour un bouleversement des structures sociales? Also, that as I maybe said a little bit in my this paper that I read a little bit, it's like according to the catastrophic revelation, we kind of realize that nuclear energy, at some not so much. People are not that naive, but certain like anti-nuclear movement or like anti-nuclear kind of like tendency of anti-nuclear movement in general is single issue effort. But like what the Fukushima disaster revealed was how this network of this electric company, Tokyo Power Electric Company, and Kansai electric power company to like a quasi monopoly capital in Japan. They like their power network is not just like something easily give up the infrastructure they built, and how much they own the media, like stock of media, and how much their influence is in the academia, government. This whole social network of power there. We were some radical journalists analyzed all these human relations, not just like a structural general kind of relation between state and capital subsidies, and these laws also a little bit I wrote, but some journalists actually analyze the human-to-human relations, and even the where they live and telephone number stuff, so that some people might actually protest at their house or something, But anyway, so what was we revealed what how much this nuclear-related power operation is permeated in the whole society, and this like naturally we no longer believe like if we share this idea, nuclear energy is so bad, and one day we all agree and change, that won't happen. We have to really, really like kind of, change the society in its entirety. Otherwise, nuclear won't stop. This is the kind of sense we strongly share among some of my comrades and me and some people in Japan, and and some comrades abroad also, like some French friends and American friends. Donc, il y avait déjà une tradition assez forte de mouvements antinucléaires au Japon depuis plusieurs décennies, notamment dans les grandes villes, les mouvements métropolitains, etc. Mais évidemment, la catastrophe de Fukushima a fait en sorte de poser cette question-là, cette question cruciale de combattre l'énergie nucléaire, son industrie, l'énergie nucléaire et son monde, disons, à une toute autre échelle. Donc, c'était une question d'une toute nouvelle magnitude, parce que pour qui se met à analyser comment des quasi-monopoles capitalistes d'État comme TEPCO, Tokyo Electric Power Company, donc la compagnie d'électricité de Tokyo, puis Kansai Energy, donc la compagnie d'énergie du Kansai, une région du Japon, comment ce sont des quasi-monopoles capitalistes d'État très, très bien enracinés et qu'ils ont une influence tellement rampante dans la culture japonaise à travers notamment leurs actions, leurs investissements boursiers, financiers, notamment aussi leurs connexions et les parts qu'ils détiennent dans les compagnies, les conglomérats médiatiques, notamment aussi l'ascendant qu'ils ont sur différents départements d'université, que ce soit dans la finance, en économie, en ingénierie, etc., puis dans le gouvernement. Donc, ça forme un peu une sorte de réseau tentaculaire dans le Japon qui a une telle prégnance, puis un tel ascendant, disons, sur l'opinion publique,
que ça devient très dur à combattre. Puis, même dans les médias, les journalistes, c'est des questions qui deviennent très difficiles à poser. Or, ce que la rupture, disons, dans la normalité japonaise, la catastrophe de Fukushima et de ses suites a permis, c'est notamment des journalistes qui se sont mis à mettre en question ces genres de rapports verticaux, donc de l'économie, du monopolisme d'État capitaliste de TEPCO et de Kansai Energy, et qui ont permis de mettre en question cela, cette verticalité-là, en rétablissant des relations horizontales, donc des relations, par exemple, d'humain à humain. Par exemple, certains journalistes ont fini par donner la parole aux gens qui vivaient la catastrophe, même très simplement, seulement en leur passant le téléphone et en leur permettant de raconter, de narrer ce qui leur arrivait. Ça a permis de rétablir une genre de rupture culturelle décisive. Puis évidemment, lutter contre l'industrie nucléaire, c'est pas lutter contre une corporation parmi d'autres. C'est vraiment une force, disons, politiquement, économiquement, très structurante dans la vie japonaise. Et avec plusieurs de mes camarades, plusieurs de mes alliés, mes amis, mes activistes et moi-même au Japon, et aussi à l'étranger, on se demande comment réellement bouleverser la culture, l'économie et la politique à un niveau profond, qui doit vraiment être ce genre de niveau-là qu'on vise pour réussir à faire une transformation significative et à s'attaquer au pouvoir de l'industrie nucléaire. Can I just add one small thing? Also, like this, like I believe around 2016, like this new law was new electric company law that tried to deprive these two big companies of monopoly status, and technically, like many like independent energy producers can join in the market, and which means, like, you know, as a possibility, like companies that try to be cleaner, use cleaner powers, so-called, you know, could compete in the market. But this is really kind of fake situation. Many friends in Japan think this is a fake because still the power lines are owned by these companies. So it's like no matter how you strive in the market, they are absorbed into the fight with these big companies. And meanwhile, these big companies spend so much, invest so much, you know, money and years and stuff to build, install nuclear reactors. They cannot give up on them, you know, because after Fukushima, for several years, actually, people living without nuclear, you know, electricity produced by nuclear for several years. But now it's 5 of them are online. But we have experience at least for a few years without nuclear. So technically, it's okay without it, right? But actually, I saw an interview that the executive of Kansai Power Electric Company clearly saying it's not because of the lack of electricity, but we cannot just abandon the, you know, our asset infrastructure. We have to keep on using it. Otherwise, we're gonna bankrupt. And then a lot of small industries in Kansai area also will go bankrupt with us, you know. What you gonna do? That's the logic. Also, I think it's a choice. Is like, you know, we have to really live with less electricity. That's the only answer. You know, as long as we are drawn into this logic of what you're gonna do without nuclear power, do you have alternative, you know? I think this logic itself is a trick logic, you know? I mean, you know, what it's, you know, that's a simple answer. And also, like, you know, as we all share, like, you know, like we all know our comrades in different places, all they try to create their life in the country, you know, in the, you know, without much electricity or anything, right? Like we know these people, these are the people who are really like trying to show us something, you know, I mean, new, I believe, like, you know, that's so, that's like my experience of visiting these people in Tarnac, or, you know,
in some commune in Pacific Northwest or the Georgia or the or New Lebanon even, or like a lot of friends trying this life, outside this consumerist urban space, or like even in the urban space try to live in a very, very as much as possible outside capitalist commodity economy. I mean, these things to me, like this experience of seeing these people like gave me kind of a ground to think through this problem, I think, basically. Donc, Sabou nous rappelait que vers, par exemple, 2016, il y a un paquet de petites compagnies, soit productrices d'énergie alternative, soit des diversifications des grandes compagnies sur le marché des énergies dites vertes et renouvelables, mais que ses amis et japonais et lui, ses alliés japonais et lui, pense que souvent, il y a beaucoup de tape à l'œil et de diversion dans ce genre de verdissement de l'offre énergétique au sein du capitalisme. Parce que, par exemple, à partir du moment où il y a des grands conglomérats d'énergie qui sont des quasi petites parties du capitalisme d'État privé, qui sont très bien enchevêtrés au reste de l'économie, c'est plus tant la question, en fait, de garder une offre d'énergie diversifiée, renouvelable, verte, etc., que le fait que les centrales nucléaires, les dizaines ou les centaines de centrales nucléaires un peu partout, de Kansai Energy ou de TEPCO, les grandes corporations d'énergie, puisqu'elles sont déjà construites, puisqu'il y a tant d'argent, d'actifs qui ont été immobilisés là-dedans, on ne peut plus s'en passer dans le sens où elles sont vitales à l'économie japonaise, puis ça entraînerait des perturbations dans l'économie japonaise en cascade, où est-ce que les gens à la tête de ces compagnies-là, mais aussi dans le gouvernement, dans la finance, dans les médias, disent que si finalement on essaie de se priver de ces centrales-là, de ces centrales nucléaires-là, il y aura des effets en cascade, il y aura des rétractions économiques, disons, où est-ce que des corporations, grandes, petites, moyennes, feront faillite, puis il y aura un effet d'entraînement. Donc, c'est voir à quel point on est vraiment verrouillé dans la structure du développement puis de l'offre énergétique à l'intérieur du capitalisme, puis de voir comment, finalement, la question n'est pas tant celle des énergies alternatives qu'on pourrait développer, de diversifier l'offre énergétique, d'avoir des technologies plus vertes, des énergies plus vertes. La question devient pour moi centralement, ainsi que pour beaucoup d'amis au Japon et dans le monde, celle d'expérimenter des façons de vivre alternatives, notamment au premier chef, en tentant de réduire, dans le fond, notre consommation énergétique, pas seulement dans un sens individuel, mais dans un sens collectif, d'établir des nouvelles façons de vivre, des façons de vivre expérimentales, où il faut réduire finalement la quantité d'énergie qu'on consomme, puis l'espèce de consumérisme, puis de fuite en avant dans lequel nous entraîne toujours l'enchevêtrement des corporations et des réseaux capitalistes. C'est pourquoi j'ai été beaucoup inspiré dans les dernières années par mes voyages, en rencontrant par exemple des camarades en France, à Tarnac, dans des communes dans le nord-ouest des États-Unis, en Géorgie, dans l'organisation communautaire de New Lebanon, dans upstate New York, dans le nord de l'État de New York. Et j'ai été inspiré par tous ces amis, ces camarades qui essayent de trouver des façons de vivre alternatives en s'extrayant des rapports sociaux, marchands, capitalistes, même également à ceux et celles qui vivent toujours en métropole, dans des grandes villes, à New York ou ailleurs, et qui essayent de ménager des prises finalement, puis des espaces de vie, des façons de se relier, de faire des communautés autrement que par les relations marchandes capitalistes. Je pense qu'il faut vraiment envisager d'autres façons de vivre, puis un autre paradigme de commune, de communauté, de vie, pour réussir finalement à changer notre rapport, notre servitude finalement à l'industrie énergétique telle qu'elle est construite sous le capitalisme. Merci beaucoup pour ces réponses. Justement, sur ce point, là, c'est dommage, le temps file, on n'a plus beaucoup de temps. Mais tout de même, je voudrais
poursuivre ça, peut-être, je ne sais pas si Thomas, tu voudrais renchérir justement cette question du commun. Ça me fait penser aussi à une autre hypothèse du livre qui part de l'idée du... attendez, comment ça se dit? Mutsubushu. Attendez, je vais retrouver. Ouais, c'est ça, Mushubutsu, qui est l'objet sans maître, qui est le statut juridique, en fait, des radiations et des déchets nucléaires, mais à travers lequel Sabou pense toute une nouvelle forme aussi de commun, c'est-à-dire c'est un objet sans maître, donc c'est aussi un objet qui est commun, un commun planétaire. Donc il y a toute cette image des océans, par exemple, qui sont les victimes directes de la catastrophe, là, qui est le commun planétaire, vraiment, en plus en faisant écho au caractère archipélique du Japon. Donc, je voulais savoir si vous aviez peut-être Thomas ou Sabou quelques idées là-dessus. Me? What? Tom, I like Tom to hear Tom's talk. Sabou invite Thomas à s'exprimer là-dessus. OK. Donc, on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais donner une réponse assez vite. Oui, moi aussi, j'ai bien aimé le conseil dans ce livre d'un commun négatif. Parce qu'effectivement, bon, le défi du livre, c'est de nous dire, dans l'avenir, on n'a plus une ontologie politique où on peut bouleverser l'État. Parce que même demain, si on réussit à renverser l'État, on a toujours ces centrales nucléaires. On a le désastre continu. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, à l'avenir, qu'est-ce qu'on va partager en commun? Ça serait plutôt les dommages. Tous les dédommages des déchets, les effets des radioactivités qui restent dans ces milieux. Donc, l'art de vivre, dans un sens, a ce côté négatif où il faut penser effectivement, c'est quoi un art de vivre où on partage les effets négatifs du capitalisme? Très intéressant. Et ça, d'ailleurs, dans le contexte actuel, peut-être une dernière question, sauf s'il y en a une qui sort du public. Quand même, dans le contexte actuel aussi, il y a un parallèle quand même assez direct entre ce livre-là et la pandémie mondiale, c'est-à-dire qu'on pourrait presque remplacer le mot radiation par virus et tout le livre fonctionnerait encore avec cette idée de menace invisible et qui là en plus se passe à travers la respiration même des gens. C'est les gens eux-mêmes qui sont radioactifs. Donc, je sais que Sabou a travaillé un peu sur ces questions-là dernièrement aussi. Un texte qui a été publié dans Lundi Matin. Je ne sais pas si tu voulais donner un petit mot sur ce parallèle, des réflexions actuelles sur ce commun négatif des radiations et des pandémies. Me? Okay. Okay, thank you. Yeah. I think first of all, I tend to, I could go, I mean, like a pandemic, after our pandemic, radiation and pandemic, simply said, overexpansion of, development, capitalist state mode of development, overexpansion over the planetary body, more or less, it's the same cause. I mean, earthquake prone archipelago, nuclear reactor, and some kind of, access to, food industry or, market with some kind of,
where like alignment of this like untouched zone of nature, you know, I mean, I would like to be careful to use nature, the division between nature and culture, but somehow this movement of the world, you know, like capitalist state mode of development, like it continues, you know, it never ends. Anyway, it cannot stop by itself. And this both of the nuclear, you know, accident and the pandemic are the same cause in that sense, but the, you know, effects are very, very different to us, I think. Like, you know, it's almost diametrically opposite. Like radiation is kind of like showing by destroying the, you know, our indispensable relationship with the land, environment, you know, human body and environment cannot be sever this relationship because of the, you know, radionuclides can be there in between, you know. We cannot be like happy with the greens anymore, you know, when the, and this like this cutting off the tie, like a promised relationship with the environment is significant. And also they teaches us how important it is. It's been, how important it has been for us. And also pandemic is in a similar way, it's a much more shorter span. I mean, radiation is like years and years, but the pandemic is a very immediate sense. It's, you know, forbids our body contacts. It's so sad because I cannot be in Montreal. If it were not so pandemic, I could be there and hug you all, like, you know. It's been a long time, Nico, it's been a long time, Tom, it's been a long time, you know, Philip and stuff, right? And we can have a wine or two afterwards, right? This, we cannot do this. It's fucking Zoom every single day, you know? So this is like also teaching us by destroying it, like how indispensable for us this bodily or like, you know, social, corporeal sociability, or, you know, and both, anyway, both are destroying, by destruction, what's indispensable for us, you know, it's teaching. But then what we gonna do, you know, about this, you know, and here's a question of maybe, you know, how to deal with the negative comments, or, you know, like this is the technique. And also like, you know, maybe like you know, maybe I don't want to be too long. It's basically 8:30 is the limit, right? Okay, so I'm going to be very short. But anyway, by cutting off these relations, it's going to show something. It's very indispensable, what's indispensable for us. But at the same time, it's kind of like also teaching us that these are not really our enemies as much as the state and capitalism. So like we have to deal with radiation pandemic is a very sensitive way. That's like, you know, before was emphasizing, it's a kind of chaos. And in human history, we both like a philosophy, science, all philosophy, science, art are more or less the way to deal with chaos. And which means I think we have to use all weapons to deal with this sensitive enemy, you know, in a very sensitive way. And sometimes artistic, sometimes scientific, sometimes militant way, or, you know, I don't know. And so we don't know the technique, but, you know, that's something we have to develop, you know, otherwise, you know, I don't know. Donc, Sabou remercie le public et Philippe pour la question. Effectivement, ces, disons, objets sans maître, le concept qu'il développe dans le livre, que sont les déchets nucléaires, les radionucléides, l'irradiation, posent des grandes questions parce que la manière de maintenir la vie
juste à travers le travail reproductif de la société, que ce soit les pêcheries, l'agriculture, la façon dont on produit les choses essentielles à la vie. Évidemment, s'intersectent ou rencontrent, disons, ce qu'on pourrait appeler la nature. Là, Sabou est critique et veut pas nécessairement reconduire le grand partage de la modernité entre nature et culture. Par exemple, à la lumière des travaux de Philippe Descola, pour ceux qui veulent regarder le livre, par de la nature et culture. Donc, pas nécessairement reconduire ce grand partage, mais néanmoins, il y a quand même quelque chose de notre relation, disons, au monde naturel, notre relation aux plantes qui poussent, notre relation aux poissons, notre relation à tout ce qui maintient la vie. Par exemple, un des effets directs dans la région de Fukushima, des radionucléides et des radiations, c'est par exemple nous priver d'une joie aussi simple que de manger des bonnes verdures, de manger des épinards, des brocolis, des salades, à cause des taux d'irradiation qui se mettent en place, dans le fond, dans les productions agricoles. Donc, évidemment, ce à quoi il faut prendre garde, c'est de ne pas penser l'environnement comme séparé de nous, parce qu'on existe au milieu d'un milieu de vie, on existe au milieu de ce qui a été présenté dans la modernité comme la nature, donc ce qui pousse, ce qui nous nourrit, etc. Dans un sens, effectivement, la pandémie de COVID-19 vient nous le rappeler. Elle nous sépare très physiquement, très corporellement. Puis dans un sens, vous savez, là, on parle à travers un Zoom, à travers des connexions Internet, des écrans, des téléphones. Mais on aurait aimé, par exemple, pouvoir se voir en vrai. J'aurais beaucoup aimé pouvoir être présent parmi vous à Montréal. Il y a des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps, que j'aimerais serrer dans mes bras, que ce soit Thomas, Philippe, moi-même, etc. Et puis après aussi, le moment de partager un moment de socialité, partager, je ne sais pas moi, un verre de vin, discuter, etc. Ça nous rappelle qu'une des façons dont on fait sens dans la vie comme êtres sociaux, c'est la présence charnelle, la présence incarnée, la présence physique. C'est de ça qu'on a été privé cette année par la pandémie mondiale de COVID-19. Donc, dans un sens, effectivement, la pandémie de COVID-19, comme le disait Philippe, altère notre relation au milieu de vie dans lequel on vit, notre relation avec ce qui permet la vie humaine. Puis, dans un sens, je pense que, évidemment, ça a beaucoup d'effets négatifs, mais cette idée de commun négatif que mentionnait Thomas, cette idée, donc, de ce qu'on a en commun, ce sont aussi des dommages, ce sont aussi des blessures, des choses endommagées, des milieux de vie endommagés par la toxicité, reste qu'on va devoir y vivre quand même. Donc, on ne doit pas nécessairement voir les radiations comme quelque chose qui nous est complètement ennemi puis complètement étranger parce qu'elles finissent par être partout à travers des cycles même de la vie, de l'eau, de l'air, de ce qui pousse. Il faut se rappeler que l'ennemi est d'abord et avant tout des systèmes sociaux et politiques. C'est d'abord et avant tout la façon dont les États, le capitalisme, les États en tant qu'ils créent les conditions du capitalisme, le capitalisme en tant qu'il crée disons, une façon de vivre, une forme de vie qui détruit finalement les possibilités même de la vie, les écosystèmes, nous-mêmes, que ce serait ça qui serait à combattre. Puis, dans le fond, Sabou Kosso voudrait aussi nous rappeler que les choses telles que la science, l'art, par exemple les actions militantes ou le politique entendu dans le sens des pratiques militantes, donc, la science, l'art, les pratiques militantes, ce sont aussi des façons de faire face au chaos, et de trouver du sens et de produire du sens dans le monde. Et parfois, on ne sait pas comment, mais ces façons de faire-là, qu'elles relèvent de la science, qu'elles relèvent de l'art, qu'elles relèvent de la pensée ou des actions militantes, doivent être toujours recréées, réimaginées. Et c'est avec ça qu'on se bat finalement contre le chaos et qu'on fait sens de nos existences humaines. Merci infiniment. Wow, c'est sur des réflexions puissantes qu'on va clore cette rencontre, malheureusement, déjà. Mais voilà, j'invite tout le monde dans le public à se procurer l'ouvrage qui se trouve en toute librairie digne de ce nom et surtout à Zone Libre. Et je remercie Mireille de Zone Libre pour avoir co-hébergé l'événement.
Je remercie Nicolas pour sa traduction, Livia, Thomas et Sabou pour leur présentation. Et voilà, j'espère qu'on va poursuivre la discussion à un autre moment pour un prochain livre. Merci.